Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci, bonjour aux journalistes d'être là. Bonjour aussi, merci aux représentants des corps diplomatiques. Merci d'être venus aussi nombreux pour assister à la présentation de notre programme pour la défense nationale. L'actualité de ces dernières semaines a été marquée par les tensions en Ukraine et d'une manière générale dans tout l'est du continent. Hier, le président de la République confirmait par ailleurs le retrait de nos troupes au Mali et la fin de l'opération Barkhane. Dans cette campagne présidentielle, se sont donc invitées les délicates questions de nos capacités militaires, celles de nos voisins, celles de nos alliés. L'OTAN, humiliée à Kaboul il y a tout juste 6 mois, est revenue de plein fouet sur le devant de la scène internationale et nos concitoyens ont découvert que la guerre était une réalité de moins en moins lointaine et de plus en plus menaçante. C'est donc l'occasion pour moi de vous présenter mon projet présidentiel pour la défense nationale et de comprendre la situation actuelle, les menaces, les défis et les moyens de les relever. Notre monde, devenu multipolaire, est traversé par une montée croissante des périls, des portes de l'Europe aux confins de l'Afrique, du Pacifique à l'océan Indien. Nous ne comptons plus les zones de tension. La nature ayant horreur du vide, la fin progressive de l'hégémonie américaine bouscule les appétits des vieux empires, qu'ils soient russes, chinois ou turcs. Dans ce contexte géopolitique, la France, puissance militaire nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit redevenir une puissance d'équilibre et assumer sa vocation universelle et faire entendre sa voix. La France, pour cela, doit surtout retrouver la voie de la défense de ses intérêts partout où elle est impliquée. En Afrique, au Levant, un arc de crise djihadiste perdure depuis des années et fait peser sur nos frontières une terrible menace migratoire. Au Mali, nous nous sommes enlisés dans une guerre sans fin et sans but précis. Au lieu de nous préparer à une opération limitée et efficace pour monter un coup d'arrêt aux djihadistes, comme le fut l'opération Serval, nous nous sommes embourbés dans un conflit tribal qui ne nous concerne pas. Désormais, les États que nous sommes venus aider ne nous respectent plus et pire, ils nous insultent en continuant à ne pas reprendre leurs clandestins. Dans cette affaire, où sont les intérêts de la France? En Asie-Pacifique, la souveraineté de notre domaine maritime et la liberté de navigation sont menacées, notamment en mer de Chine méridionale. La France doit trouver sa place dans cette zone et se préparer à défendre bec et ongle ses intérêts. Je suis convaincu que face à l'expansionnisme chinois et la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine, la France doit conserver sa voie singulière. En Europe, nous lutterons contre toute instrumentalisation américaine de la situation en Ukraine. Je veux une relation normalisée et apaisée avec la Russie, sans complaisance, mais sans provocation inutile. Pour moi, les choses sont claires. L'extension de l'OTAN aux portes de la Russie n'a aucune justification pour la sécurité de l'Europe et j'y suis résolument hostile. Les Russes ne sont ni nos alliés ni nos ennemis. Bien sûr, le recul de l'hégémonie américaine nous ramène dans un monde où les rapports de force entre les États ont repris le dessus. Mais ni le multilatéralisme donneur de leçons, ni le fédéralisme européen n'ont apporté et n'apporteront les bonnes réponses au désordre du monde et n'ont pas permis et ne permettront pas d'assurer la protection des intérêts des Français et leur sécurité. Dans ce monde plus incertain, plus dangereux, plus instable,
Nos armées doivent être à la hauteur pour protéger la France et les Français. Nos armées sont encore respectées et crédibles aux yeux du monde car elles combattent et n'hésitent pas à aller au contact. Mais la situation est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Je voudrais ici saluer le courage de nos soldats et de leurs chefs dans l'accomplissement de leur mission. J'ai pu personnellement me rendre compte de leur enthousiasme et de leur qualité en les visitant à Noël sur leur base à Abidjan. Je sais le sacrifice consenti par chacun d'entre eux au quotidien, les difficultés auxquelles sont confrontées leurs familles et toute l'énergie que mettent leurs unités pour les soutenir. Je m'incline avec respect devant tous les soldats tombés au champ d'honneur et je salue aussi la bravoure de tous ceux qui sont blessés dans leur chair ou leur âme du fait des engagements en opération pour préserver notre patrie. Nous avons une armée magnifique du fait des hommes et des femmes qui la composent, mais nous devons leur donner des moyens à la hauteur de nos ambitions. Certes, le budget de la défense représente 14% du budget de l'État, ce qui en fait le deuxième budget après l'éducation nationale. L'objectif des 2% de PIB consacrés à la défense a même été rempli de justesse en 2020. Mais ne soyons pas dupes. Ce pourcentage a été miraculeusement atteint à cause de la forte diminution du PIB due à la crise sanitaire, beaucoup plus qu'à l'effort substantiel au profit de nos armées. Je fais le pari que si nous maintenons les tendances actuelles, nous retomberons au-dessus des 2% très rapidement. Par ailleurs, nous sommes bien en deçà du niveau des budgets de défense britanniques et même allemands, alors que nous avons une politique bien plus ambitieuse et un outil nucléaire indépendant. Par manque d'investissement et par incohérence, notre armée reste sous-dimensionnée et pas assez équipée. Les dégâts infligés par les coupes budgétaires sauvages au cours des 40 dernières années, les fameux dividendes de la paix, de droite comme de gauche, sont immenses et ont créé un paradoxe stratégique monumental, un monde toujours plus dangereux, mais un modèle d'armée française toujours plus fragile. Notre armée est échantillonnaire, avec à peine 100 canons, lacunaire et taillée au plus juste comme un corps expéditionnaire. Elle ne dispose pas suffisamment de profondeur stratégique pour durer dans un conflit majeur. Elle ne pourrait supporter l'attrition inhérente à ce type de conflit. Je vous donne un exemple, un seul. À l'heure actuelle, la France serait incapable de mener une opération semblable à la guerre des Malouines, conduite avec succès par le Royaume-Uni face à l'Argentine en 1982. En effet, notre armée ne dispose pas de la masse nécessaire pour durer dans un conflit de haute intensité, tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Enfin, le manque de ressources financières et humaines réduit considérablement le niveau de disponibilité des matériels en service. Dans l'armée de terre, nous n'avons pas la masse suffisante en effectifs, en nombre de chars et de canons, mais aussi en véhicules de transport. Son équipement est en grande partie dépendant de l'étranger, notamment pour son armement et ses équipements individuels. Dans l'armée de l'air, le manque de moyens est inquiétant. Le nombre d'avions de chasse et de drones est insuffisant et le manque d'avions de transport stratégique et d'hélicoptères lourds est criant. J'en veux, pour exemple, notre intervention au Sahel, où la France dépend des hélicoptères américains ou alliés. Dans la marine nationale, le format cible avec 15 frégates et une permanence à la mer aléatoire du groupe aéronaval ne permettent pas de remplir les missions qui lui sont assignées. De plus, comme vous le savez, nous sommes très dépendants des Américains sur le renseignement et la logistique. Les moyens de renseignement stratégique et tactique sont très insuffisants pour disposer d'une pleine et entière capacité d'appréciation autonome de situation. Il paraît évidemment impossible de se passer définitivement et rapidement de l'appui américain
dans cette recherche d'informations. Mais toutes les solutions doivent être envisagées pour retrouver au plus vite un maximum de souveraineté et d'indépendance dans ce domaine ô combien stratégique. Enfin, nos 3 armées souffrent aussi de fragilité en termes de stock de munitions qui ne nous permettraient pas de durer dans l'hypothèse d'un engagement majeur. En clair, nous ne pourrions tenir que quelques jours dans un conflit qu'on appelle aujourd'hui de haute intensité, c'est-à-dire un conflit conventionnel entre États, ne serait-ce uniquement pour une affaire de munitions. Notre modèle d'armée doit donc être recapitalisé au plus vite, densifié sur le plan humain et rééquipé sur le plan matériel, réorienté, comme le dit avec raison le chef d'état-major des armées, vers le combat de haute intensité. Ce n'est qu'à la condition de disposer d'une armée bien équipée et aguerrie que nous pouvons protéger nos intérêts, être écoutés et peser sur les grands équilibres mondiaux. Je veux donc rebâtir des forces armées qui soient dignes du rang de la France. La nouvelle posture de défense que je propose sera au service des intérêts de la France et des Français. Pour cela, la France doit retrouver sa voie singulière et indépendante. Cela veut dire prendre nos distances avec l'OTAN et cesser l'intégration européenne en matière de défense. Je retirerai donc la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. C'est un acte politique qui nous permettra de montrer que la France redevient une puissance d'équilibre, capable de parler avec qui elle le souhaite et de manière crédible. La France recouvre sa pleine indépendance au plan militaire, mais ne rompt pas sa coopération avec les États-Unis qui resteront des alliés proches. Mais alliés ne veut pas dire alignés. Il faudra refonder notre coopération avec les États-Unis. Avec le Royaume-Uni, il faudra prendre acte de nos divergences. Nos diplomaties regardent dans des directions différentes et nos intérêts ne sont pas alignés. Nous réévaluerons nos accords de défense tout en poursuivant les coopérations au plan capacitaire en révisant les accords de Lancaster House. Avec l'Allemagne, nous devons rééquilibrer notre coopération dans le domaine de la défense. Il faudra notamment revoir entièrement notre engagement dans les grands programmes d'armements européens tels que SCAF ou MGCS, les fameux avions, chars et canons du futur. Au vu de la clarification attendue de la partie allemande et du respect des intérêts de notre industrie de défense comme de nos besoins opérationnels réels, sans exclure l'arrêt de ces programmes majeurs. La France ne sera pas isolée. Nous renforcerons les partenariats stratégiques existants, comme avec la Grèce, l'Inde, l'Égypte, les Émirats arabes unis ou le Brésil, tout en construisant de nouvelles alliances avec les pays qui partagent notre vision du monde et des menaces. La France ne sera ni repliée sur elle-même, ni isolée. Au contraire, je veux que la France regarde au-delà de l'Union européenne dans laquelle Emmanuel Macron entend la confiner. La France est bien sûr une puissance européenne, mais aussi et surtout, par son histoire, sa géographie, sa langue, son armée, une puissance à vocation mondiale. En vérité, c'est ma conviction, l'Europe est trop petite pour la France. Il nous faut d'abord regarder vers l'Afrique. C'est une priorité militaire et diplomatique. Je veux que la France redevienne une puissance capable de défendre rapidement et efficacement ses alliés et ses intérêts sur le continent africain dans le cadre d'une nouvelle politique africaine de la France. Pour cela, nous allons entièrement revoir notre dispositif et notre stratégie au Sahel et surtout le continent, en fonction d'objectifs militaires et surtout en renforçant nos bases interarmées de réaction rapide déployées dans la zone afin de maintenir une capacité de projection. C'est cette capacité de projection qui est notre force et je compte bien la développer. Au Sahel, nous avons réduit la capacité d'action globale des forces terroristes.
Je veux que les pays concernés prennent désormais en charge leur propre défense. L'armée française n'a pas vocation à défendre indéfiniment les nations africaines. Au Mali, je veux que nous nous tenions à l'écart de cette situation inextricable, sous peine d'être accusés d'en être à l'origine. Évidemment, nous continuerons d'exercer une pression sur l'ennemi djihadiste, mais seulement par des opérations coup de poing ponctuelles. Nous mènerons donc une guerre de corsaires afin de contenir les djihadistes dans l'arc de crise sahélien en nous réservant le droit d'intervenir sur le modèle et les conditions de l'opération Serval. Des opérations brèves avec des objectifs précis et atteignables. Nous renforcerons notre déploiement sur nos bases à l'étranger et dans l'outre-mer afin de disposer dans chaque zone d'une capacité immédiate de réaction. C'est pourquoi nous doublerons d'ici 2027 les forces stationnées dans nos 5 bases de présence au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti et dans les Émirats arabes unis. Je proposerai au Tchad l'ouverture d'une nouvelle base permanente dans le cadre d'un nouvel accord de coopération. De même, nous doublerons nos forces sur les 5 bases de souveraineté outre-mer, aux Antilles, à la Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française. Il faut que la France assume sa place de puissance maritime pour protéger ses outre-mer et son domaine maritime, aujourd'hui confronté à des puissances prédatrices. Concrètement, nous renforcerons les moyens de surveillance et d'intervention de l'action de l'État en mer afin de protéger nos littoraux ultramarins, métropolitains et notre zone économique exclusive. Les Français de l'outre-mer méritent d'être protégés au même niveau que ceux de métropole. Enfin, nous devons préserver et moderniser notre dissuasion nucléaire indépendante qui est le socle de notre défense. Celle-ci protège notre territoire, notre population, nos intérêts vitaux. Notre dissuasion nucléaire est le fruit d'une volonté politique constante et déterminée à travers tous les gouvernements depuis la création du commissariat à l'énergie atomique en 1945. La France a donc besoin d'une armée modernisée, renforcée et revalorisée. J'entends lui donner les moyens dont elle a besoin pour disposer d'un modèle d'armée complet et faire en sorte que nos militaires se sentent à nouveau respectés et reconnus. Dès l'élection présidentielle, je lancerai une nouvelle revue stratégique en vue de préparer le vote fin 2022 d'une nouvelle loi de programmation militaire 2023-2030. Cette revue stratégique n'est pas qu'un exercice intellectuel. Elle posera les bases et les orientations d'un budget de la défense qui devra atteindre 70 milliards d'euros par an d'ici 2030, afin de moderniser nos forces nucléaires et conventionnelles et d'augmenter la capacité d'intervention de chacune de nos armées. Il faudra en effet doter nos armées de nouvelles capacités. Pour l'armée de terre, porter la force opérationnelle terrestre à 100 000 hommes d'ici 2027 et augmenter sa puissance de feu, chars, blindés multirôles, canons, notamment pour les combats de haute intensité. Pour l'armée de l'air, disposer de 300 avions de chasse afin d'avoir une capacité de projection permanente d'ici 2040 et se doter d'une flotte d'hélicoptères de transport lourd et d'avions de transport gros porteurs. Pour la marine, enfin, posséder à terme 2 porte-avions, 20 frégates et 8 sous-marins nucléaires d'attaque contre 6 actuellement. Mais ces capacités ne signifient rien si nous perdons notre autonomie d'intervention. C'est pourquoi je veux doter nos armées de moyens de surveillance et d'intervention dans l'espace, optique, laser, planeur, hypersonique, afin de maîtriser les conflits complexes qui nous attendent et préserver notre capacité à entrer en premier sur les théâtres d'opération. Évidemment, c'est devenu inévitable, la cyberdéfense bénéficiera aussi d'une attention particulière étant donné la place croissante du numérique dans les conflits qui nous attendent. Nous créerons donc une filière militaire spécifique en recrutant massivement des spécialistes civils. En résumé,
Nous donnerons à nos armées les moyens de défendre les Français. Mais je n'oublie pas l'impérieuse nécessité d'améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour notre pays. C'est pourquoi nous ferons un effort important pour améliorer la condition militaire. Au 1er janvier 2023, nous augmenterons les soldes des militaires de 20% pour tous les militaires d'active et de réserve, conformément aux recommandations du Haut Comité pour la condition militaire qui a montré le décrochage des militaires par rapport au reste de la fonction publique, notamment du fait de leur sujétion spécifique. Nous améliorerons aussi les conditions de vie de nos militaires et de leurs familles, en particulier leurs conditions de logement et d'hébergement. Et nous nous attacherons à protéger la singularité militaire dans les statuts. Nous porterons une attention particulière au monde combattant qui sont de véritables acteurs du lien entre l'armée et la nation. Celui-ci devra être plus associé à la vie de l'institution militaire dont il est issu et à laquelle il reste attaché en lien avec toutes les actions en direction de la jeunesse. Dans le même esprit, je veux que l'État se souvienne qu'il a des devoirs à l'égard des anciens combattants, un devoir de réparation d'abord. Une réflexion sera immédiatement engagée pour proposer une revalorisation de la pension militaire d'invalidité pour exprimer ainsi justement l'immense reconnaissance de la nation. Un devoir de reconnaissance du combattant par sa carte de combattant, ses titres de reconnaissance et ses décorations. Enfin, un devoir de respect de la mémoire des combattants en évitant une multitude de commémorations qui dénaturent l'événement et en cessant de réclamer repentance à chaque fois que l'honneur de l'armée française est bafoué. La mise en œuvre de ce vaste plan de modernisation et de revalorisation de nos armées passe par le renforcement de notre industrie de défense. Nous ne pouvons pas avoir d'armée indépendante sans une industrie de défense indépendante. La France ne doit plus sacrifier son industrie de défense, la première en Europe, pour la chimère d'un couple franco-allemand, moteur d'une défense européenne dont l'Allemagne ne veut pas. Je sais que les industriels partagent mon constat. La base industrielle et technologique de défense européenne, comme la souveraineté européenne, est un fantasme irréaliste et dangereux. Nos entreprises françaises du secteur de la défense sont parmi les meilleures au monde et n'ont pas besoin de se faire voler leur trésor de savoir-faire par nos partenaires européens au nom de vagues chimères politiques. Néanmoins, il faut voir la réalité en face. Cette excellence est désormais menacée. Je déplore l'abandon de certaines technologies, sacrifiées par des décennies de sous-investissement et de renoncement politique en matière de défense, condamnant des pans entiers de notre industrie, notamment dans le domaine des munitions. Je ne peux, par exemple, me résoudre au démantèlement de notre filière de l'armement de petit calibre qui conduit nos soldats à combattre avec un fusil d'assaut allemand en remplacement du légendaire FAMAS. Avec moi, notre industrie de défense sera indépendante et puissante. Je renégocierai les grands programmes européens d'armement auxquels nous prenons part afin de respecter les intérêts de nos industriels et les besoins opérationnels de nos forces sans exclure de les arrêter. Pour l'heure, nos programmes sont déséquilibrés et ne bénéficient aucunement à nos intérêts. Ce n'est plus l'heure de disperser nos efforts ou de nous laisser spolier alors que nous avons la meilleure industrie d'armement en Europe. Ce sont nos emplois et notre indépendance nationale qui sont en jeu. Il nous faudra lancer un nouveau grand programme d'armement pour renforcer notre capacité offensive dans les airs. Je proposerai un projet de drones de combat furtifs et de missiles hypersoniques, afin de rester au niveau des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, renforcer notre dissuasion et préserver notre capacité à entrer en premier sur un théâtre d'opération. Notre filière d'armement, des systèmes les plus complexes aux armes de petit calibre, doit être renforcée. Pour cela, nous allons investir dans nos entreprises de défense en augmentant le volume de la commande publique, le soutien aux exportations
et les moyens de l'innovation de défense. Pour cela, je renforcerai le rôle et les moyens du ministère des Armées dans la conduite de la politique industrielle et technologique de défense en le renommant ministère des Armées et de l'Industrie de défense. Il pourra s'appuyer sur l'Agence des participations de l'État, transformée en véritable fonds souverain et doté de moyens nouveaux pour consolider nos grands groupes de défense et protéger nos entreprises stratégiques plus petites des rachats étrangers. Mon plan est donc simple. Je soutiendrai notre défense nationale en renforçant notre autonomie stratégique, en augmentant nos capacités d'action et en revalorisant le statut militaire de nos soldats. Cette ambition nouvelle pour notre défense permettra à nos armées de remplir la première mission qui est la leur et la plus noble qui soit, protéger les Français. Je serai le chef des armées qui protège les Français et porterai une attention particulière à ces soldats. Face aux États-puissances qui réarment, je réarmerai la France en la dotant d'une armée crédible avec davantage d'effectifs et davantage de moyens pour faire face à tout type de conflit, pour garantir notre souveraineté et pour protéger les intérêts français. Face à la menace djihadiste, je doterai notre pays d'une armée recentrée sur la protection du territoire national, sur des opérations extérieures rationalisées et sur une capacité de projection calibrée pour des opérations limitées dans le temps contre les djihadistes. Enfin, face au déclassement et à la mise sous tutelle étrangère, je protégerai l'industrie de défense française en garantissant son indépendance et sa souveraineté. Face au désordre du monde, le moment est donc venu, non pas de la dilution de notre puissance dans l'Union européenne, comme le voudrait Emmanuel Macron. Le moment est venu, au contraire, de l'affirmation de notre puissance indépendante, comme puissance d'équilibre. Car dans le monde qui vient, ce sont les nations qui s'affirment, qui survivront et prospéreront. Je vous remercie. Bonjour, c'est la Bougrille pour TF1 LCI. Je suis là. Ah, pardon, excusez-moi. Bonjour. Vous avez évoqué rapidement le Mali. La France a annoncé son retrait militaire de ce pays. Est-ce que vous vous félicitez de cette nouvelle ou est-ce qu'au contraire, vous craignez les répercussions qu'il pourrait y avoir sur le plan géopolitique? Non, je pense que cette décision est la bienvenue. Simplement, elle vient beaucoup trop tard. Je pense que, si vous voulez... nous avons réussi avec Serval une opération magnifique. À partir du moment où on a transformé Serval en Barkhane, ça a commencé à se dégrader et à prendre beaucoup plus de risques. Le risque particulier d'enlisement, le risque qu'on pourrait appeler d'afghanistanisation, si vous voulez, ou de vietnamisation pour les plus anciens d'entre nous, c'est-à-dire l'enlisement d'une puissance militaire qui gagne dans un combat asymétrique, mais qui finit par perdre politiquement alors qu'il a gagné militairement. Je pense que nous aurions dû nous retirer depuis longtemps sur nos bases arrières, la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, le Sénégal, le Gabon, il ne faut plus engager des expéditions aussi grandes, vous vous rendez compte, avec 5000 hommes sur un territoire qui est aussi grand que l'Europe. C'est démesuré. Donc évidemment, nous risquions l'enlisement. Par ailleurs, Emmanuel Macron, à force de donner des leçons de morale démocratique, s'est brouillé avec les dirigeants du Mali qui ont fini par l'insulter et le chasser, tandis qu'il fomentait des troubles contre les Français, réveillant les vieilles antiennes anticolonialistes. Je pense que nous n'avions pas à prendre ce risque alors que nous avions sauvé, grâce au sacrifice de nos soldats. Je rappelle quand même que 57 de nos soldats sont morts dans cette expédition pour protéger d'abord le Mali et les Maliens du djihadisme. Donc, si vous voulez, voilà comment j'estime que nous devrons désormais nous comporter. Par ailleurs, les dirigeants maliens se moquent de nous
en ne reprenant aucun de leurs clandestins, alors que nos soldats meurent pour la défense de leur pays. Avec moi, je pense que cela changera. Oui, bonjour, Julien Chavannes, RFI. Un départ bienvenu, dites-vous, mais est-ce que vous craignez qu'avec le départ des troupes françaises, l'influence russe soit encore plus importante? Je pense notamment aux mercenaires de Wagner. Et puis deuxième question, vous voulez mener une guerre de corsaires. Est-ce que ça veut dire que les troupes françaises présentes au Niger, au Tchad, pourront mener des opérations ciblées sur le sol malien si la situation l'exige? Vous savez, de toute façon, les Maliens ne veulent plus que l'on reste. On ne peut pas rester avoir des troupes dans un pays qui ne le souhaite pas. Donc nous devions partir. J'ai simplement souhaité que nous aurions dû le faire plus tôt, c'est tout. Maintenant, pour l'influence russe, pour les troupes de Wagner, on n'a pas attendu que les Français s'en aillent pour qu'il y ait des troupes de Wagner au Mali. Donc ça ne changera rien de fondamental. Manifestement, les dirigeants du Mali préfèrent se tourner vers ces troupes de Wagner que vers l'armée française. C'est leur choix. Moi, vous savez, je respecte la souveraineté de tous les États, y compris le Mali. Après, nous verrons dans l'avenir. Maintenant, pour les expéditions auxquelles vous faites référence, si le Mali ne souhaite pas que l'on survole son territoire ou que l'on engage des troupes sur son territoire, nous ne le ferons pas. Je rappelle que l'opération Serval a été faite par l'appel au secours des dirigeants maliens qui voyaient déferler sur eux les troupes djihadistes. Bonjour, Anissa Djibrahim pour l'Hydre, ici. Ah pardon, excusez-moi. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de doubler les effectifs en Outre-mer et dans les dom-toms. Il y a actuellement un fort taux de chômage là-bas. Est-ce que vous comptez vous appuyer là-dessus pour lancer un recrutement massif? Je n'avais pas fait le rapprochement. Vous savez, les gens ne s'engagent pas dans l'armée parce qu'ils sont au chômage. Ils s'engagent dans l'armée, ils risquent leur vie. C'est par, je suppose, par volonté de servir la France et nos armées. Bonsoir, Éric Zemmour. Une question, je vous ramène à la politique française. Nicolas Bay a annoncé vous rejoindre hier dans les colonnes du Figaro et ce matin sur BFM. Comment vous accueillez le soutien de Nicolas Bay, de 1? Et de 2, est-ce que vous avez peur que ça crée un déséquilibre puisque vous engrangez de nombreux ralliements venant du RN, mais moins venant des Républicains? Écoutez, j'accueille les bras ouverts Nicolas Bay comme tous ceux qui veulent me rejoindre. Et je ne fais pas le tri entre ceux qui viennent des uns et ceux qui viennent des autres. Moi, ils sont tous les bienvenus à partir du moment où ils soutiennent ma candidature, ma ligne politique. Et je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, c'est la ligne politique. Ce ne sont pas les individus, c'est la ligne politique et le soutien du peuple français. Le reste, vous savez, chacun se définit en fonction de ses convictions et de ses engagements et de son idée qu'il se fait de la France et de cette campagne présidentielle. On est sur des questions de défense nationale, s'il vous plaît. Merci. Je vais poursuivre sur une question d'actualité politique qui concerne un sondage qui vient d'être publié par l'Institut Odoxa. Valérie Pécresse est donnée à 12% ce soir. Vous êtes à 14%, Marine Le Pen à 18%. Comment est-ce que vous réagissez? Une deuxième question. Le chef de l'État pourrait peut-être, selon certains bruits, se déclarer candidat la semaine prochaine. Comment est-ce que vous accueillez cela? Je suis ici pour parler de défense nationale. Vous venez de répondre à la question sur Nicolas Bay à l'instant. Mais parce que je pensais que ce serait l'exception qui confirmerait la règle. Peut-être une exception supplémentaire, peut-être, pour notre question? Ben voilà, j'ai répondu. Bon. Monsieur Zemmour, bonjour. Ah, pardon. Yann Duver pour Les Échos. Vous voulez porter le budget de la défense à 70 milliards. C'est 32 plus que maintenant. 29 même. Comment vous le financez? Et est-ce que ce sera progressif? Bien sûr.
nous ferons une augmentation de 3 milliards, 3,6 milliards par an pour arriver à 70 milliards en 2030. Voilà, ça sera progressif et nous le financerons soit par des économies sur d'autres secteurs, soit par des choix que nous ferons. Voilà, il y a des choix à faire. Je pense qu'il faut aujourd'hui, contrairement à ce que nous avons fait depuis 30 ans, c'est-à-dire sacrifier toujours les budgets militaires aux autres, aujourd'hui, nous allons privilégier les budgets militaires par une forte augmentation, car je pense que c'est indispensable pour la sécurité de la France et des Français. Je vous en prie. Ah, pardon, excusez-moi, il faut prendre le micro pour vous... Il ne suffit pas de lever le bras. Jean Bexon pour Boulevard Voltaire. Envisageriez-vous de créer une force militaire dédiée au contrôle des frontières terrestres et maritimes? La réponse est oui. Et nous, effectivement, ce n'est pas exactement dans la discussion d'aujourd'hui, mais nous formerons une brigade de contrôle de nos frontières. Est-ce que ce serait avec des régiments existants ou est-ce que ça serait une création ex nihilo? Écoutez, c'est vraiment une question que nous verrons quand nous serons au pouvoir. Bonjour. Bonjour. Adrien Decalan, Agence France Presse. Je ne vous vois pas, excusez-moi. Ah, pardon. Vous avez consacré un très court passage de votre discours à la cyberdéfense et plutôt axé sur une armée de masse, finalement. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour à une armée plus traditionnelle, armée de terre, ou... Parce que la cyberdéfense n'a pas l'air cruciale ou décisive dans votre façon de présenter les choses. Si vous appelez une armée de masse une armée de 100 000 hommes, excusez-moi, vous savez, 100 000 hommes, c'est un chiffre très symbolique dans l'histoire. C'était le plafond qu'on imposait aux armées allemandes dans le traité de Versailles, et ce fut le plafond qu'en rétorsion, Hitler imposa à l'armée française en 1940, dans l'armistice de 40. Donc vous voyez, 100 000 hommes, dans l'histoire de France, c'est très peu. C'est vraiment vraiment très peu. Donc non, on ne remet pas les armées de masse, au temps où Napoléon disait « Dieu aime les gros bataillons », ou au temps de la guerre 14. Ça, non. En revanche, effectivement, nous avons constaté que pour les hommes comme pour les matériels, nous étions devenus une armée très brillante, avec des soldats magnifiques, mais échantillonnaires en tout. Nous faisions de tout un peu. Et comme je l'ai dit dans mon discours, au bout de quelques jours, nous avions besoin des munitions américaines, sans compter les moyens d'information, etc. Donc ce n'est plus acceptable. Voilà pourquoi vous avez l'impression que je privilégie cela. Mais ce n'est pas le retour, non, des grandes masses d'avant. Maintenant, pour la cyberdéfense, oui, c'est pas du tout qu'on le marginalise. Je l'ai dit, au contraire, on va faire un effort dans la cyberdéfense. Je ne vais pas vous détailler tout comme ça. Là, le discours, déjà, il était long. Là, il aurait duré encore plus longtemps. Mais je ne dédaigne pas du tout cette forme de combat. Oui, bonjour, Jean-Marc Tanguy, je suis ici à votre gauche. Ah, c'est vous cette fois. Oui, c'est moi qui ai réussi à... Vous avez réussi à attraper le micro. Oui, on me l'a donné. J'ai 4 questions très brèves. Quel budget sur le drone de combat dont vous avez parlé tout à l'heure, par-delà l'incantation, comment vous voyez ça? Deuxième question, comment on peut vouloir une alliance avec la Russie et déplorer les effets de Wagner en Afrique, puisque c'est un peu ce qui se passe quand même. Vous avez stigmatisé aussi le rôle des États-Unis dans la fourniture d'armement, mais vous le savez sans doute, les drones Reaper, seulement 3 drones Reaper ont fait 58% de l'attrition au Sahel en 2020. Donc on peut dire quand même que ces équipements américains font le bilan, avec d'autres en matière de renseignement, par exemple. Et enfin, qu'est-ce que vous avez retenu de votre passage au 43e BIMA? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, manifestement, ça a été un peu fondateur pour vous faire une idée assez précise de ce dont les militaires français ont besoin. Et comme vous le savez, à l'époque, il y a eu un début de polémique sur les consignes que vous n'auriez pas respectées. Est-ce que vous pouvez revenir, voilà, parce que ça permettra comme ça, une bonne fois pour toutes, de passer à autre chose. Justement, ces consignes. Vos 3 premières questions, déjà, sont fausses. Donc, la première, vous avez dit... Allez-y. Parce que vous mettez 4 questions, donc...
combat. Oui, donc ça, je ne peux pas vous dire exactement à la somme près. La loi de programmation décidera, évidemment. Alors, deuxièmement, vous avez dit que je voulais être un allié de la Russie et que je stigmatisais Wagner. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. d'accord. Je ne veux pas être un allié de la Russie, je veux simplement ne pas être un ennemi de la Russie. Et deuxièmement, je ne stigmatise pas Wagner. Moi, vous savez, c'est vrai qu'on n'a plus cette habitude-là, mais moi, je ne donne pas de leçons de morale aux autres. Les pays défendent leur nation, les États, pardon, défendent leur nation comme ils l'entendent. Moi, je tiens compte des réalités. Je ne suis pas dans la morale démocratique ou la moraline des droits de l'homme. Bon. Troisième question, c'était sur... Je n'ai absolument pas stigmatisé les Américains. Je sais très bien ce qu'on leur doit, puisque justement, je dis qu'il faut devenir indépendant d'eux parce qu'on est trop dépendant d'eux. Donc ça veut dire que je reconnais évidemment la dépendance qu'on a et la reconnaissance que j'ai. Je ne suis pas ingrat. Simplement, je pense que la volonté, tout l'esprit du général de Gaulle, tout l'esprit de la politique de défense du général de Gaulle, c'est justement ne dépendre de personne pour chaque type d'armement. C'est tout l'esprit de la politique suivie par le général de Gaulle. Je souhaite simplement qu'on revienne à cet esprit-là. C'est tout. Sans animosité envers les Américains. Quatrième point. Ah, alors, écoutez, là, vous me faites plaisir en me posant cette question, ce qui était pas comme pour les trois premières. Donc, pour cette question-là, je suis ravi de répondre à cette question. Oui, j'ai passé une journée magnifique. Oui, j'ai goûté de près la ferveur de ces gens, la détermination, la gentillesse aussi, tout bêtement, le dévouement, l'esprit patriotique. Oui, j'ai aimé ces gens. Oui, j'ai passé une journée magnifique. Oui, ils m'ont montré tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils pouvaient faire. Et j'étais vraiment heureux d'être parmi eux et pendant une journée, de me sentir encore plus au service de mon pays. Donc évidemment, maintenant, ce que vous dites sur les consignes que je n'aurais pas à respecter, vous savez... j'ai respecté toutes les consignes et puis si je ne les ai pas respectées, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Élodie Forêt, France Inter. Bonjour. Je vous vois pas, excusez-moi. Je suis là. Ah, merci beaucoup. Non, il y a 5 ans, en 2017, Marine Le Pen avait proposé de réinstaurer progressivement le service militaire. Juste, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je ne le réinstaurerai pas. Je pense qu'il faut développer un service militaire volontaire avec, vous voyez, proposer effectivement un renforcement de ce service volontaire, mais pas le service militaire à l'ancienne. Oui, bonjour, Michel Cabirol, je suis là. Ah, merci. Michel Cabirol, La Tribune. Une question sur les coopérations. Sur les coopérations. Oui. Est-ce que vous excluez toute idée de coopération, et notamment avec l'Allemagne? Et avec quel pays pourrait-on coopérer sur des grands programmes d'armement européens? Je n'exclus pas, a priori, d'accord de coopération. Mais, si vous voulez, je pense que les accords avec l'Allemagne sont biaisés. Si vous voulez, nous avons... des divergences avec l'Allemagne que ne veut pas voir Emmanuel Macron, qui est emporté par ces chimères idéologiques et ces mythes du couple franco-allemand et de l'Europe de la défense, ou de l'autonomie stratégique. Enfin, comme il change de nom tous les 6 mois parce que ça ne marche jamais, on ne le suit plus. Tout simplement, le premier problème, c'est que pour l'Allemagne, la défense européenne s'appelle l'OTAN. Et la défense de l'Allemagne s'appelle l'armée américaine. C'était déjà d'ailleurs, pardon, mais Emmanuel Macron, vous savez, errare humanum est, perseverare diabolicum. Emmanuel Macron persévère dans une erreur que même le général de Gaulle a commise. Et la leçon du général de Gaulle n'a pas servi à Emmanuel Macron. En 1963 déjà, le général de Gaulle avait signé un traité franco-allemand dont on parle toujours depuis, avec le chancelier Adenauer,
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu un vote au Bundestag qui a voté un avenant à ce traité qui disait quoi? Qui disait la défense de l'Allemagne, c'est l'OTAN et l'Amérique. 50 ans plus tard, près de 60 ans plus tard, c'est la même ritournelle. Quand Emmanuel Macron a parlé de défense européenne, la ministre de la Défense allemande l'a sèchement remise à sa place et a dit qu'il n'en était pas question et que pour elle, la défense européenne, c'était l'OTAN et les États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut de plus à Emmanuel Macron pour comprendre? Par ailleurs, nous n'avons pas les mêmes objectifs stratégiques. Si vous voulez, l'Allemagne se déploie dans un conflit uniquement européen. Nous faisons des interventions expéditionnaires en Afrique et ailleurs. Ce n'est pas du tout le même type d'armée, donc ce n'est pas le même type d'avion, donc ce n'est même pas le même type de char. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Un avion ensemble et un char ensemble, puisqu'on n'a pas le même objectif et ils n'ont pas la même destination. Troisièmement, je constate, depuis que ces programmes ont été mis en œuvre, commencé de mettre en œuvre, qu'en vérité, et pardonnez-moi ma brutalité, mais manifestement, les Allemands ne sont avec nous que pour prendre les secrets de notre savoir-faire, en particulier en matière d'aviation. Donc ça, ce n'est pas admissible. Donc je pense, la discussion a déjà eu lieu, souvenez-vous, avec l'Eurofighter. Les Français se sont déjà retirés de l'Eurofighter, vous vous en souvenez. Et je constate d'ailleurs avec le recul que le passé plaide pour l'avenir. Vous avez vu que l'Eurofighter a coûté plus cher à chacun des pays qui sont membres de cette organisation que le Rafale pour la France. Je dis bien à chacun des pays, pas en tout. Donc, je pense que, effectivement, quatrièmement, il y a une dernière chose qui est arrivée, c'est qu'il y a maintenant la nouvelle coalition en Allemagne. Et vous avez lu, comme moi, le programme de cette nouvelle coalition, qui est très strict sur les exportations d'armes. Imaginez demain nos exportations d'armes, d'avions du futur, le successeur du Rafale. Nous devrions, puisqu'il y aurait des pièces allemandes, puisque les Allemands auraient participé, nous devrions demander l'autorisation au Bundestag allemand pour savoir si nous exportons nos avions en Grèce ou en Inde. On a l'impression qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout pensé à ça. Ça m'étonne et ça me chagrine. Donc, je pense que oui, nous devons avoir une explication avec les Allemands, simple, directe, entre amis, pour voir si, effectivement, tous ces obstacles doivent être levés ou pas, peuvent être levés ou pas. Sinon, s'ils ne peuvent pas être levés, ce que je comprendrais volontiers, les Allemands mènent la politique de défense qu'ils veulent, les politiques étrangères qu'ils veulent, et je respecte cela, évidemment, eh bien, nous nous retirerons et nous ferons nos avions et nos chars seuls. Voilà. Mais nous pouvons toujours faire des coopérations avec d'autres pays. Nous avons fait des choses avec les Anglais, nous pouvons faire des choses avec d'autres pays. Je ne suis pas fermé à cela, vous voyez, mais ça sera aux conditions françaises, sinon je préfère que nous le fassions seuls. Bien, merci à vous. Merci à vous.